Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour à tous et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un donneur d'ordre, celui qui bouleverse vos vies, qui donne une autre destinée à votre chemin d'artiste. Robin des Bois, Katz le Roi Lion, le Soldat Rose et tant d'autres. Et ouais, c'est lui qui a le flair et qui fera du spectacle un triomphe. Son truc à lui, c'est l'influence à l'anglaise, le show à l'anglaise. Habillé de noir, plutôt tranquille et sympathique, et si vous saviez pourtant. Voici en exclu l'histoire de Rabah Aliouane. Bonjour Rabah. Bonjour, quelle introduction. Mais quelle introduction. Je ne sais pas si je mérite tout ça, pour être honnête. Je suis face à toi, tu le mérites et je te connais. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il en ce mois de juin pour toi ? Par rapport à ce que je fais en ce moment déjà ? On va dire que je suis un peu chargé. En ce moment, je suis en plein casting pour la comédie musicale, qui est une création d'ailleurs française, de Monte Cristo, qui va donc avoir lieu en mars 2024. Donc on est en pleine rencontre avec les artistes. En parallèle de ça, j'ai conclu le casting de Mamma Mia, qui va donc prendre à la rentrée septembre à Mogador. Et également, je suis déjà en cours de préparation pour 2025 avec le casting de Mary Poppins, qui est un casting assez long, mais qui mérite ce calendrier parce que les artistes à trouver sont très 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 difficiles à trouver parce que c'est très spécifique. Et également, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme casting et Le Roi Lion, bien sûr, parce qu'il y a eu la saison 3. Donc là, je cherche encore 2 artistes sur Le Roi Lion pour la saison 3. Il va falloir que tu nous donnes toutes les infos de ce que tu recherches. Donc, je te définis comme un directeur de casting, mais il n'y a pas que ça. Raconte-nous, où est-ce que tu as grandi ? Alors, j'ai grandi à Issy-les-Moulineaux, dans le 92. Voilà. Tout simplement, en France, je suis né à Issy-les-Moulineaux et de parents algériens, les deux, donc de parents immigrés. Et tu rêvais de quoi, petit ? Alors, pas du tout de spectacle, n'en déplaise à certains, et c'est vrai que c'était un peu un accident de parcours, mais j'aimais bien les Walt Disney quand j'étais petit, j'aimais bien dessiner, même les personnages de Disney. Et puis, j'étais très curieux, donc j'avais pas forcément un objectif de vie déjà dessiné à cet âge-là. Mais tu faisais du théâtre, tu prenais des cours de danse, de chant, ou tu faisais rien de tout ça ? Alors le théâtre, si, ça a commencé en 4e quand j'ai commencé avec le club théâtre, avec ma prof de français qui m'avait poussé à en faire. Et donc elle m'a donné au goût au théâtre. À partir de ce moment-là, au lycée, j'ai ouvert un club théâtre avec un ami et on a, de la seconde jusqu'à la terminale, géré ce club théâtre. Donc, t'as quand même ouvert un club théâtre, donc oui. T'avais déjà ce dynamisme, voilà. Quand même. Mais tu le faisais comme un truc de loisir, tout simplement. De loisir. Mais pas forcément dans l'objectif d'en faire un métier. Et alors le déclic, quand est-ce que réellement, est-ce que tu étais plutôt destiné à faire un parcours classique, si j'entends bien ? Oui, je devais faire à la base l'expertise comptable, parce que j'ai un bac de gestion. Après le bac de gestion, pour être honnête, je m'embêtais un peu en cours, et puis les profils des gens qui étaient dans ma classe ne correspondaient pas à mon énergie. Donc je suis allé faire un DUT commercial, où les gens étaient beaucoup plus fun. Donc j'ai fait ça à l'UT de Saint-Denis, et j'ai eu donc mon DUT en poche. Et suite à cela... Entre-temps, je suis parti en Angleterre pendant 1 an, enseigner le français dans un collège et dans un lycée au nord de l'Angleterre. Et ce qui m'a permis d'ailleurs à apprendre l'anglais d'une manière un peu plus que scolaire. Et je suis revenu à Paris, puis après j'ai postulé pour travailler en tant que commercial dans des sociétés. J'ai travaillé pour Konica, les photocopieurs, j'ai fait Aquamark, les piscines. Voilà. Donc j'ai fait plein de choses différentes jusqu'au moment où un beau jour j'ai postulé pour le parc Disney qui s'ouvrait. Et je voulais tout simplement postuler pour eux au département marketing. Et ce qui a été très drôle, c'est qu'en loisir, comme je dis souvent aux gens, mettez en bas, vous savez, de la petite case sur les CV, on met autre ou loisir, etc. Et moi, j'avais mis danse parce que par hasard, je prenais des cours de danse à cause d'une prof de danse que j'avais rencontrée en colonie de vacances avec qui j'avais travaillé, qui m'avait dit viens prendre un cours de danse, ça peut être sympa. Et moi, je lui ai dit qu'est-ce que je vais faire dans un cours de danse ? Et là, t'as quel âge ? Et là, j'ai 17 ans. À 17 ans. Et jamais t'avais pensé à la danse, t'étais pas danseur? Pas du tout. Je faisais de la boxe, je faisais un peu de foot, j'étais gardien de but. J'ai fait plusieurs sports, dont du judo quand j'étais au collège aussi. Mais faire de la danse, jamais j'avais eu cette idée-là. Et quel genre de danse c'était? C'était du modern jazz. Et en fait,
Incroyable, voilà. Mais t'es hyper ouvert en fait. Parce qu'en plus, quand t'es plutôt bien musclé, t'es grand, il est gaillard, si vous saviez comme il est beau. On se calme, Soledad, on se calme. Non, mais c'est étonnant quand même. Non, mais en fait, le grand écart. Oui, le grand écart, c'est un beau jeu de mots d'ailleurs. Je l'avais pas d'ailleurs au départ quand j'ai commencé. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'en effet, j'organisais en fait un truc, j'étais un peu atypique déjà, j'organisais des séjours où on mélangeait le sport et l'art. Donc les enfants venaient dans la colonie de vacances, ils pouvaient faire du canoë l'après-midi, de la danse, du tennis avec du dessin. Tu organisais ça? Ouais, bon, t'avais déjà le truc alors. Voilà, j'aimais bien ce genre de choses. Et du t'avais déjà le truc et tu t'en rendais pas compte. Voilà. Mais moi j'étais simplement initiateur, mais j'étais pas acteur de ça au départ. Hein. C'est pas moi qui donnais le cours de danse par exemple. Et donc quand on a fait la danse avec cette prof de danse avec qui j'ai travaillé, je faisais tous les jeudis soirs avec les enfants une boum, parce que je trouvais c'est sympa de faire une boum. Et à ce moment-là, j'ai commencé à danser avec les enfants. Et c'est là qu'il m'a dit, mais tu bouges bien, viens, à la rentrée, viens prendre un cours de danse avec moi. Et j'avais 17 ans. Et là, j'ai pris un cours de danse et j'ai été la risée de la classe. Ah. Bah oui, parce que j'étais dans un cours de danse de jazz avancé à Boulogne et m'avait pas prévenu que c'était un cours de danse avancé. Et donc, tout le monde s'est foutu de moi. Donc j'étais un peu vexé sur le moment. Puis on était que 2 garçons, un qui dansait depuis quelques années et 30 filles. Et moi, au milieu de tout ça, et donc je dis, on aurait dit un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et donc le cours était accompagné de percus. Et j'ai trouvé ça très sympa. Je me dis, c'est sympa. Moi, j'avais le cliché du danseur. Hein. C'est-à-dire, je me disais, elle va me demander de mettre un collant, voilà. Et pas du tout. Donc, j'étais en survêt large et tout. Donc, tout allait bien. Et ça, c'était simplement les préjugés qu'on peut avoir de la danse au départ. Donc, je faisais partie vraiment de ces gens-là avec ces pseudo-préjugés. Et mon orgueil a parlé. Et j'ai dit, bon, la semaine prochaine, je reviens et je m'accroche parce que j'ai pas envie qu'on se foute tout le temps de ma gueule. Et comme ça, j'ai fait ça pendant tous les samedis. J'étais très assidu. Et de fur et à mesure, j'ai pris un cours, 2 cours, 3 cours. Et j'ai faisais vraiment ça en tant que loisir. Et quand Disney m'a rencontré au parc, le recruteur m'a dit, mais vous faites un peu de danse, venez auditionner pour la parade. Et je ne savais même pas ce que c'était. Et donc j'ai auditionné pour la parade avec une petite chorégraphie. Et le lundi, on m'a appelé après le week-end et on m'a dit, c'est bon, vous êtes à la parade. Et j'ai débarqué dans un studio de danse à Disney, au parc, sans savoir ce que j'allais faire. Donc voilà, donc j'ai appris à faire les personnages et puis à apprendre quelques chorégraphies. Et c'est là où ça a commencé. Donc, et là, c'est devenu ton job à plein temps? Non, pas du tout, parce que j'ai fait ça pendant 3 mois. Je dansais devant les chars. Et à un moment donné, il y a Jean-Marc Chastel, qui était un show directeur du parc, m'a vu danser devant les chars et il m'a dit, faut que je te parle. Et il m'a dit, voilà, on a le spectacle La Belle et la Bête dans le parc, à Vidéopolis. Il nous manque des danseurs, je voudrais que tu auditionnes. Et moi, je dis, mais je suis pas danseur. Il me dit, je veux que tu auditionnes. Et j'ai auditionné. Et du jour au lendemain de la parade, on m'a appelé, on me dit, tu vas pas à la parade, tu vas directement au studio C et tu vas apprendre les chorégraphies de La Belle et la Bête. Et je me suis retrouvé en plein milieu avec plein de danseurs dont c'était le métier. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Mais du coup, tu lâches tout, tu lâches le marketing, le commerce, tout. Oui, je pensais. Mais suite à cette expérience de La Belle et la Bête pendant 6 mois, donc ça faisait 3 mois de parade, 6 mois de La Belle et la Bête, ça faisait 9 mois au total. Et tu vivais à Disney, etc. Non, je vivais encore chez mes parents à l'époque. Ah. J'étais encore très jeune et avec pas d'argent parce que je commençais, puis on n'avait pas des salaires, on avait un salaire vraiment assez bas à l'époque. Et du coup, je me suis dit, maintenant je vais chercher, comme tout le monde pourrait dire, un vrai métier. Et donc du coup, je suis reparti à postuler dans mon domaine du marketing. Et entre-temps, une danseuse à la bête me dit, écoute, le danseur de la compagnie dans laquelle je danse s'est blessé, le chorégraphe veut qu'on lui présente des garçons. Je suis allé passer cette audition pour cette compagnie et là j'ai été pris. Et là j'ai dit, c'est pas possible, ça fait 3 fois. Et après on me dit que non, la destinée n'existe pas. Eh ben si, regarde cette histoire. Ouais, et au bout de 3 fois, on te rappelle toujours à ça. Ouais, et donc du coup, moi je pensais pas faire ce métier et c'est là où j'ai pris la décision en me disant, écoute, ça fait 3 fois qu'on te sollicite, 3 fois que ça fonctionne, mais si tu veux faire ce métier, il va falloir travailler durement. Et c'est ce que j'ai fait. Très vite, je suis parti chez Alvin Ailey pendant 1 mois faire un stage de danse. Te former donc. Ouais, tu décides de te professionnaliser à New York. Ouais, je fais 1 mois de stage chez Alvin Ailey à New York. Je reviens en France, je fais des stages à Voiron qui sont des grands stages internationaux de danse. En tant que danseur. Ouais, je prends des cours de danse et je fais en moyenne minimum 6 à 7 heures de danse par jour. En commençant relativement tard. Ah bah oui, mon premier cours de danse, c'est ça. C'est tard. C'est très tard. J'ai commencé mon premier cours à 17 ans, mais en loisir. Puis après, là, je me suis dit, il faut que tu y ailles. Et donc, j'ai bossé ardemment. Et parce que j'avais ce fameux syndrome de l'imposteur en me disant, mais je vais arriver en audition, mais c'est leur métier. Moi, qu'est-ce que je fais là ? Et bizarrement, j'ai été pris souvent à des castings. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais attends, mais le mec, il danse mieux que moi à côté. Alors maintenant, toi, en tant que directeur de casting, d'après toi, à cette époque, quand tu étais jeune, 22 ans, un peu... D'après toi, pourquoi ça marchait ? Eh ben, bien plus tard, j'ai compris. Souvent, les chorégraphes que je rencontrais après, parce que je leur disais, mais pourquoi vous m'avez pris ? Souvent, parce que j'avais un côté un peu acteur déjà en moi quand je lançais.
Et j'avais une danse très masculine et très athlétique. Et c'est ce qu'ils aimaient chez moi, mais moi je m'en rendais pas compte. J'avais pas les yeux pour m'en rendre compte et je savais pas que c'était des critères. Aujourd'hui je le sais parce que je suis de l'autre côté de la table, mais au début je comprenais pas. Et franchement. Et la danse était devenue vraiment une passion ? Ça n'a jamais été au départ une passion. Après j'ai appris à aimer. Et après, oui, parce que d'une certaine manière, j'ai rencontré des chorégraphes qui m'ont fait aimer la danse différemment aussi. Mais je vais pas mentir, parce que d'abord, je voulais pas faire ce métier. Certains rêvent à l'âge de 5 ans d'être danseur ou danseuse. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas, mais pas du tout. C'est vraiment un accident de parcours au départ. Un accident de parcours, mais qui t'a fait mettre de côté le métier commercial et marketing. C'était un échappatoire alors, finalement pour... Alors, c'était pas un échappatoire. Il y a un truc qui m'a motivé, c'est de me dire, t'es jamais au même endroit. Tu travailles pas toujours avec les mêmes personnes, donc si tu as des personnes que tu n'aimes pas trop dans ton travail, au bout de 3 mois, de toute façon, tu les verras plus. Une envie de liberté. Et j'avais cette liberté de choisir, parce que je me disais, mais c'est fou, et en plus de voyager, parce qu'avec notre métier, on va pas se mentir, à un moment donné, quand ça fonctionne, on peut voyager. Et je trouvais ça génial, je lui dis, il y a tout. Et je vais pas vous mentir, il y avait aussi de très jolies filles autour de moi. Je lui dis, c'est quand même sympa. Je faisais de la boxe aussi à l'époque, je me dis, ça me change d'aller à la boxe. Et voilà, et c'est vrai que tous ces ingrédients, quand on est jeune, ça m'a donné une certaine motivation. Et ensuite viennent les premières grandes scènes. Tu danses à l'Opéra Bastille dans La Veuve Joyeuse. C'est vrai, ouais. Tu joues le rôle de Marcel Cerdan dans Piaf, je t'aime au Cirque d'hiver. C'est absolument fou quand même. Tu deviens professionnel. Ouais, Comment tu as vécu ces années ? Je deviens professionnel un peu par hasard aussi encore, parce que pour Piaf, je vais vous expliquer, c'est là d'ailleurs, c'est un moment charnière de ma vie par rapport à la comédie musicale. C'est en 1996. Il répète depuis 15 jours au Cirque d'hiver la comédie musicale sur Piaf qui s'appelait Piaf je t'aime. Et là, il trouvait pas le personne qui faisait le rôle de Marcel Cerdan, ce qui fait qu'il ça le personnage boxeur et aussi dans l'ensemble pour être danseur et chanteur. Et ça faisait 15 jours, il répétait, ils n'avaient toujours pas le poste. Et à un moment donné, l'assistant chorégraphe dit « Mais moi j'ai un ami, il danse et il a fait de la boxe ». Qui était moi en fait. Donc ils m'ont demandé de venir passer l'audition, j'y suis allé, ils m'ont fait danser au départ, ils m'ont dit très bien, et là ils m'ont dit enlevez votre t-shirt, ça s'est vraiment passé comme ça, enlevez votre t-shirt pour voir comment vous êtes, parce que sur scène il fallait que je sois en short et torse nu, montrez-nous les mouvements de boxe, donc je le fais, sans comprendre ce qui allait se passer, et là il me dit super, maintenant vous allez devoir nous chanter une chanson, et je savais pas du tout moi où j'avais mis les pieds, j'ai dit pardon, chanter une chanson, mais comment ça? Il dit oui, on veut vous entendre chanter, et j'ai dit mais moi je chante pas. Et donc ils m'ont donné vous savez les Dixman à l'époque là avec les CD, et je suis allé aux toilettes pendant 10 minutes, il fallait que je prépare l'hymne à l'amour de Piaf. Moi qui ai plutôt une culture afro-américaine, j'écoutais les Jackson 5, Aretha Franklin et tout, j'étais un peu nul en variété française, donc je connaissais pas forcément les chansons. Donc je suis allé 10 minutes dans les toilettes et à essayer d'apprendre très rapidement la chanson. Je suis revenu, j'ai chanté avec le texte sous les yeux, et là le metteur en scène me dit mais vous chantez hyper juste en fait. Il me dit ah bon? Et moi j'étais d'accord, ok. Et là j'ai eu le job. Donc on m'a donné le job. Donc j'ai atterri en plein de répétitions comme à l'époque pour Disney. Et là je me suis retrouvé avec des danseurs, chanteurs, comédiens. Et en me disant mais waouh, c'est génial. Et là, moi qui m'embêtais un peu déjà dans la danse, parce que je me disais, j'avais envie de beaucoup de choses. Et là je me suis dit, là on peut chanter, on peut jouer la comédie et danser. T'avais envie de beaucoup de choses. Donc voilà. T'avais déjà l'ambition qui était née en toi. Voilà. Une ambition de quoi? Je suis très curieux en fait, de me nourrir. J'ai besoin de me nourrir dans la vie. Et donc, voilà, de me pas nourrir. De devenir un artiste accompli, de te nourrir, d'apprendre. Non. Et très honnêtement, ça n'a jamais été mon objectif. Ça n'a jamais été dire j'aimerais être un artiste, être connu, etc. Ça n'a jamais été mon leitmotiv dans la vie. Enfin, tu as quand même joué à l'Opéra Comique à Los Angeles. Ouais, j'ai commencé à l'Opéra Comique à Paris, puis on a fait un spectacle en effet qui s'appelait donc Le Manège de Manon Lodowski. Je l'ai joué donc à l'Opéra Comique à Paris, ensuite à l'Espace Cardin. Et comme Pierre Cardin finançait ce spectacle, c'était donc le producteur. On l'a joué à Los Angeles, en effet, à côté du Chinese Theater, là où il y a les Oscars. C'était dingue. Ça semble fou. Alors justement, quand tu passais des castings, est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué de casting quand toi, tu étais artiste et qu'un directeur de casting t'a fait passer le casting? Oui, alors il y a un souvenir qui m'a fait, parce que comme je découvrais tout, moi, j'étais vraiment naïf sur plein de choses. La première chose, j'arrivais, et c'est mon côté marketing, je dis, mais pourquoi tout le monde est habillé en noir? Les gens s'habillaient en noir. Ok. Et je me suis dit, donc moi j'ai mis au départ que des trucs de marketing. Je dis, si tu veux un casting, mets un t-shirt rouge. Okay. Parce que le rouge attire la couleur. Le rouge attire l'œil. Et donc je me suis dit, comme ça, parmi 15 personnes habillées en noir, le rouge, ils vont se dire, et puis même quand les gens vont débattre, ils vont dire, tu sais, c'était le mec avec le t-shirt rouge. Trop bien. Donc ce genre de petites choses. La deuxième chose qui m'a un peu interpellé au début, c'est que, et j'espère que je ne suis pas comme ça, les auditeurs qui nous écouteront et ils pourront peut-être le justifier ou le confirmer, mais c'est de dire que
je comprenais pas, des fois je passais une audition et on ne regardait pas, par exemple. Je dis, mais je passe l'audition, mais la personne ne me regarde pas. On ne parle même pas, on ne me dit même pas, ben, c'est bon, vous pouvez sortir. Donc j'étais face à des choses comme ça. Et moi, comme venant pas de ce milieu-là, je comprenais pas. Et donc souvent, j'étais un peu une grande gueule en disant, mais c'est terminé, là, je dois sortir ou pas? Ça vous va? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Donc j'essaie de comprendre les mécaniques. Et donc du coup, ce genre de choses que j'ai vécues en tant qu'artiste m'ont un peu, au début, un peu blessé, ou en tout cas, c'était un peu incompris. Et donc le lendemain, on va dire, bien des années plus tard, où j'ai décidé d'être directeur de casting, je me suis dit, il y a bien une chose sur laquelle je vais me battre, c'est que les artistes soient, 1, accueillis, 2, ils ont une réponse déjà, parce que des fois on n'a même pas de réponse en casting, et 3, qu'on leur parle en direct et qu'on dit merci. Et d'ailleurs, tous les gens qui me connaissent, dans tous les castings, j'accueille l'artiste et je le raccompagne à la porte. Je peux faire ça. Tout le monde. C'est-à-dire que je le fais au moins 400 fois par semaine, s'il y a 400 artistes dans une semaine. Mais pour moi, c'est un truc très important, parce que l'artiste, il est complètement largué quand il passe une audition, il est livré à lui-même, il est dans son stress, et donc c'est important de l'accompagner, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Et c'est un truc, moi, c'est une règle de base. Voilà. Quel genre de vie tu avais? Tu avais une hygiène de vie particulière? Alors, à la base, moi, j'ai jamais fumé, je bois pas d'alcool, mais c'est plus par goût. C'est pas en me disant, ouais, maintenant je suis danseur et tout, parce qu'on sait que chez les danseurs, il y a beaucoup de fumeurs, hein, contrairement à ce qu'on pense. Mais moi, c'était ma nature de vie. J'étais comme ça. Je mange plutôt équilibré et j'avais déjà une certaine forme de discipline. Alors déjà, pour avoir fait de la comptabilité, faut être un peu discipliné et un peu carré dans sa tête. Il y a ce côté très pragmatique en moi. Et c'est vrai que de l'autre côté, j'ai développé un peu un côté artistique, on va dire. Et c'est vrai que j'ai été tout le temps dans cette dualité. Il y avait de l'artistique, mais il fallait qu'il y ait de la méthode en même temps. Donc, tu parles de discipline, et être un artiste pluridisciplinaire dans les comédies musicales, c'est donc être un artiste capable de maîtriser les 3 disciplines. Exactement. Qui sont la comédie, la danse et le chant. Exactement. C'est un phénomène qui est arrivé à Paris, en France, pardon, il y a 20 ans, mais qui vient d'Angleterre. C'est ça? Raconte-nous ta passion pour l'Angleterre. Alors, l'Angleterre, déjà, ayant enseigné à 19 ans le français en Angleterre, j'avais déjà mis un pied la première fois là-bas, et même avant, parce que quand j'étais au collège, on faisait des échanges scolaires, donc j'étais allé déjà plusieurs fois en Angleterre. Et ce qui m'avait surpris, moi, dans les écoles anglaises, c'est-à-dire que souvent, ils ont cours le matin et l'après-midi, ils ont plein d'activités, que ce soit sportif ou artistique. Et entre autres, dans une école où moi j'avais enseigné à 19 ans, ils chantaient tous les matins. Déjà, à l'école, hein, sans pour autant dire demain ça va être des gens de la comédie musicale, mais cette notion de chant, elle est déjà inscrite. La danse, pareil, l'après-midi, le mercredi, ils peuvent faire de la danse, etc. Et je me dis, c'est marrant parce que nous, notre éducation, elle n'est pas du tout là-dedans, en fait. Elle est très. Le français, les maths, voilà, la physique, ce genre de choses sont très installées dans notre éducation. Mais tout ce qui est lié au sport ou à l'artistique, il faut le faire en l'extérieur de l'école. On l'a très peu. Même d'ailleurs, le sport à l'école, c'est quoi? C'est 1h30 par semaine. C'est pas dans notre culture. C'est pas dans notre culture. Et donc, c'est ce genre de choses qui m'ont fait dire, je comprends. Eux, ils partent avec un peu de l'avance parce que déjà, on les a initiés. Donc, si on initie les gens déjà du plus jeune âge, ça veut dire que certains vont peut-être vont avoir une vocation dans ce genre de discipline. Et puis, chez nous, en France aussi, on met les gens dans une case. Ouais, c'est d'accord avec nous. Ça peut arriver. Ouais. On nous met dans une case. Donc, l'artiste pluridisciplinaire, pour nous, c'est vraiment, c'était du moins quelque chose un ovni, quoi. Ça n'existe pas. Oui. Alors souvent, on dit parce que, et moi j'ai eu déjà ce genre de remarques, mais quand on est artiste de comédie musicale, on n'est pas forcément un super comédien parce qu'on fait de la comédie musicale, mais c'est déjà... Moi, je trouve que c'est une bêtise de dire ça parce qu'un comédien de comédie musicale, c'est un comédien. Préjugé. Voilà, c'est un préjugé, c'est un comédien à la base. Et s'il chante, tant mieux. Et si en plus il sait bouger ou danser, c'est encore mieux. Donc au contraire, c'est très compliqué. Puis qu'ils se maintiennent dans ces 3 disciplines. Donc après, c'est vrai que la comédie musicale en France, nous on avait l'opérette à l'époque. Hein. Moi j'en ai fait quand j'étais artiste. L'opérette, c'est une forme de comédie musicale. Hein. Ouais. C'était l'origine en France et même l'opéra d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces 3 disciplines, souvent en France, elles n'ont pas été tout de suite développées. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment vécu ça. Quand je vous disais, j'ai découvert la comédie musicale en 1996, il n'y avait pas d'école de comédie musicale à Paris. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, au bout de 15 jours de répétition sur Piaf, je me suis inscrit au conservatoire du 7e pour prendre des cours de théâtre. Je me suis inscrit à l'école de musique d'Issy Moulineaux en cours de piano, solfège et chant lyrique. Et j'allais prendre mes cours de danse dans les centres de danse de Paris. Donc je me baladais tout le temps et je finançais chaque chose. Voilà. Et c'était vraiment un budget et un investissement. Et je me suis vraiment géré, moi, au départ, comme un produit marketing, je ne vais pas vous mentir. Comme, je me lance sur le marché. Qu'est-ce que tu mets en place pour développer ton activité et progresser pour pouvoir ensuite être viable sur le marché? Et vraiment, c'était mon côté, comme je disais, marketing, cartésien. Organisé, cartésien. Voilà, et j'avais pas le choix. Aujourd'hui, on a quand même un super privilège depuis maintenant 15 ans, au moins. On a des écoles musicales à Paris, il y en a déjà une bonne dizaine sur Paris, qui sont assez connues, où l'artiste, il vient sur un seul lieu,
où il peut pratiquer le chant, la danse et la comédie. Ce qui est génial, parce que du coup, ça limite beaucoup de déplacements déjà. Et puis en plus, les profs sont en interaction, ils peuvent se parler entre eux, il y a une forme de pédagogie sur l'élève, alors que moi, mon prof de danse n'allait pas forcément parler à mon prof de chant. Et puis surtout, il y a du travail, parce qu'il y a une production de comédie musicale extraordinaire. Exactement. On enregistre ce podcast le jour des trophées de la comédie musicale. Justement, il y a même une cérémonie. Alors, quand est-ce que tout bascule? Quand est-ce que toi, tu deviens directeur de casting? Quand est-ce que tu arrêtes d'être donc artiste sur scène? Moi, déjà, à 31 ans, je commençais à me poser des questions. En fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je montais sur scène, j'avais plus le trac. Et je me dis, c'est bizarre, j'ai pas le trac. Et ce qui est génial aussi dans ce métier, c'est quand on monte sur scène, ce trac qui est plutôt... l'adrénaline. Voilà, c'est génial, j'ai plus ça. Et on commence à me solliciter, des comédiens me disent « Oh, tu peux pas nous faire une chorégraphie pour notre spectacle ?» Et donc, je commence à un peu chorégraphier pour des non-danseurs. Et de là, je commence à avoir le trac. Et je me dis, putain, c'est génial. Et donc, petit à petit, je commence à me dire, mais c'est sympa d'être derrière. Et comme je vous disais, moi, mon âme n'a jamais été poussée vers être un artiste sur scène. Donc, je l'ai fait pendant moins de 15 ans. Mais être sur scène, c'était pas forcément une fin en soi. Et j'ai commencé à prendre plus de plaisir à mettre en scène ou à chorégraphier pour des gens qui allaient sur scène et pas moi. Et donc, c'est là où j'ai eu un déclic en me disant, mais c'est sympa. Et donc, pour info, ma copine me quitte. Je me retrouve à l'Opéra Bastille, justement, dans La Veuve Joyeuse. Non, c'était dans le Boléro, avec Béjart. J'étais danseur additionnel sur le Boléro avec Béjart. Je sors, donc ma copine me quitte. Donc, j'ai plus d'appartement, j'ai plus de copine, j'ai plus de travail. Et c'est là, vraiment, ça a été un switch. Et je me suis dit, mais en temps normal, les gens ils partent en dépression. Et moi, je me suis dit complètement l'opposé. Je me suis dit, t'as plus rien, donc tout peut t'arriver. Je me suis vraiment dit ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. T'as plus rien, tout peut t'arriver. Et ce qui s'est passé, parce que quelques mois auparavant, j'avais envoyé une candidature spontanée à Stage Entertainment, donc la maison mère de Pays-Bas. Je savais qu'ils allaient monter un stage en France, donc à Mogador. Et j'avais dit, si vous cherchez des gens dans l'artistique, voilà mon CV. J'avais envoyé une candidature complètement spontanée. Ils m'avaient reçu pour un potentiel poste d'assistant metteur en scène sur Le Roi Lion qu'ils allaient monter. J'avais passé 3 tours de sélection en anglais. Donc maintenant, la boucle est bouclée. Wow. Vous comprenez ? Parce qu'il fallait parler anglais. Et ils m'avaient mis de côté. Parce qu'ils allaient faire les travaux à Mogador en 2005. Parce qu'il y avait énormément de travaux à faire. Donc ils m'avaient mis de côté. Et là, ils me rappellent, donc juste à la sortie de ce spectacle du Boléro. Et là, on me dit, voilà, on recherche un directeur de casting. Parce que notre directrice de casting est enceinte. Et je dis, mais moi, je ne suis pas directeur de casting. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et ils m'ont dit, mais on veut vous voir à nouveau. Et donc, j'y suis allé. J'ai repassé donc avec les mêmes équipes et dont la directeur de casting qui était américaine, qui vivait en France, Ashley, et ils m'ont fait passer un entretien. Et là, 2 jours après, ils m'ont appelé, voilà, vous allez faire le casting du Roi Lion. Et moi, donc là, c'est ton premier job en tant que directeur de casting. Bah oui, donc vous imaginez bien mon cerveau. Et moi, ce que j'entends et ce qui est toujours très intéressant, c'est qu'on sème des petites graines un peu à droite, à gauche, et ça vous revient toujours comme un boomerang, et ça vous donne un chemin ouvert, une vraie destinée. Comment on devient directeur de casting ? C'est quoi le talent qu'il faut avoir ? Justement, je ne peux pas donner de recettes de cuisine, je ne peux pas donner forcément de conseils plus que ça, parce que vous avez compris dans mon parcours, c'est venu un peu comme un cheveu sur la soupe, donc ça serait prétentieux de me dire pour être directeur de casting, c'est comme ça. En revanche, je pense maintenant avec le recul pourquoi à l'époque on m'avait sollicité. Bon, déjà l'anglais était important, mais ayant pratiqué la danse, le chant et la comédie, je pense qu'ils avaient eu en moi un potentiel de pouvoir lire, identifier les 3 disciplines. Et je pense maintenant, moi, si demain on me demande quelles sont les qualités pour faire du casting, c'est en effet avoir une intuition et de pouvoir lire chez les gens leur potentiel, et pas un produit, je dis toujours pas un produit fini, mais le potentiel que la personne a. Mais la justesse aussi. Voilà, et la justesse. C'est pas donné à tout le monde de savoir, de découvrir, d'entendre, de voir la justesse d'un chant, la justesse d'une comédie. Ouais, voilà. Après, ça m'a aidé d'avoir fait ce métier aussi. Je l'ai fait pendant 15 ans. En revanche, et ce qui est bizarre, c'est encore mon côté cartésien, mais ça demande énormément d'organisation et d'ordre dans le travail. Parce que moi, je reçois en moyenne, en fourchette basse, 1200 artistes en candidature. Ça peut monter jusqu'à 2000, voire 3000. Donc, quand on reçoit autant de candidatures, et je dis toujours aux gens, il n'y a que moi derrière l'écran qui regarde les CV, les vidéos, où j'entends les enregistrements des gens. On n'est pas 15 personnes. Donc, ça demande vraiment de la méthode. Et donc, du coup, c'est une qualité qu'il faut avoir, je pense. Et 2, en effet, avoir cette aptitude de découvrir ses talents, on dit bien, au chant, danse et en comédie. Et puis 3, je pense être à l'écoute de ce que veulent les créatifs, et ça, c'est très important. Les gens qui vont monter spectacle vous donnent des informations et être capable de les identifier et être l'extension de leur cerveau. Parce que pour la première étape, c'est moi qui les remplace, je vais dire. Donc du coup, c'est très important de décoder ce qu'eux veulent. Parce que sinon, on est à côté de la plaque.
tu as travaillé à la télévision, notamment pour Les Enfoirés, La chanson secrète. Tu as même fait de la mise en scène avec Gad Elmaleh et Kev Adams pour Tout est possible. C'est vrai, ouais. Ça s'enchaîne. Oui. Là, par exemple, c'est étrange, mais ça paraît bizarre. Mais raconte-nous l'histoire de Gad Elmaleh et Kev Adams. En fait, Gad Elmaleh et Kev Adams se tapent dans la main en avril d'il y a quelques années et se disent on doit monter un spectacle. Ils veulent monter un spectacle ensemble. Et ils réfléchissent et ils se disent. Mais c'est des amis à toi ? Non, pas du tout, je les connaissais pas moi. Je les connaissais ni David ni Adam. Et du coup, ils cherchent un metteur en scène et ils voulaient un truc à l'américaine. Ils se disent, on veut pas un metteur en scène sans les critiquer. Ils voulaient pas un metteur en scène de théâtre pur, en disant vraiment un show à l'américaine. Et là, de fil en aiguille, Laurent Bendata, qui est donc directeur général chez Stage Entertainment France à Paris, donc qui connaissait Gad. Donc Gad lui parle un peu de ça et tout, et Gad et Laurent lui dit écoute, moi il y a un gars qui travaille chez nous, qui a été entre autres le metteur en scène résident du Roi Lion à Paris, mais également du Roi Lion à Londres, qu'il a géré le Roi Lion pendant 2 ans. Il est actuellement notre directeur de casting. T'as peut-être appelle-le, vois ce qui se passe et tout. Et moi je reçois donc un jour le coup de téléphone de Gad Elmaleh. Moi je pense que c'est un canular. Souvent ça revient ça. Non, c'est vrai. Je savais c'est qui là. Arrête, c'est qui? Je pensais que c'était une blague et pas du tout. Et donc comment il réagit le Gad Elmaleh? Non mais bon lui, je pense qu'il a déjà été habitué à ça, mais Gad me dit non et c'est là qu'il me fait le titre. J'ai eu votre numéro par Laurent, etc. Donc là je fais le puzzle. Ouais. Et là, je me dis, ok, et donc il me rencontre à l'hôtel Hyatt, Place Vendôme. Il me dit, voilà, j'ai 10 minutes à te consacrer, etc., pour qu'on parle un peu de ça. C'est comme un entretien d'embauche. Hein. Ouais. Cet entretien de 10 minutes passe en 1 heure. Ça a duré plus longtemps que prévu. Et donc, à la fin de l'entretien, je lui pose quand même une question et je lui dis, mais Gad, maintenant qu'on se tutoyait, il m'avait autorisé à le tutoyer. Je lui dis, mais votre spectacle va s'appeler Tout est possible. Et je lui pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il me répond pas. Qui lui quand même qui a de la répartie, me dit ah ouais mais en fait c'est une bonne question. Je dis mais oui mais ça veut dire quoi tout est possible, c'est-à-dire que les sketchs vont être complètement déments, est-ce que visuellement il y a des trucs incroyables, qu'est-ce qu'on cache derrière tout est possible. Voilà, c'était une question que j'avais posée. Donc je rentre et je travaillais à Mogador à l'époque, donc je rentre et il me rappelle vers 20h30 et il me dit est-ce que tu es disponible demain pour revenir me voir à l'hôtel parce qu'on va faire un FaceTime avec Kev. Donc je retourne à l'hôtel le lendemain et là je crois que Kev était au Népal et donc du coup on est en FaceTime et là on commence à discuter. Il me dit ah c'est toi Rabat, oui. Puis là il me dit dis donc t'as un super agent. Et moi je dis comment ça j'ai un super agent? Je dis je n'ai pas d'agent artistique. Si c'est un super agent. Il s'appelle Gad Elmaleh. Je dis ah bon? Et il me dit non mais il t'a vendu hein. Je peux te dire il t'a vendu. Je dis ah bon? Et là donc je passe un entretien deuxième saison 2 d'entretien avec Kev et quelques heures après le producteur m'appelle en me disant voilà ils veulent travailler avec toi. Génial. Et ça s'est fait vraiment comme ça. Voilà. Agent, Gad Elmaleh, c'est ton agent. Ouais. Dis-moi, des agents pour les artistes pluridisciplinaires, ça existe? Alors, souvent les agents gèrent beaucoup les comédiens à Paris, quoi. Les comédiens et comédiennes, bien évidemment, qui font ou de la télé, ou du cinéma, ou de la pub. Donc il y a vraiment des agents à Paris. Mais il n'y a pas un agent de comédie musicale, d'artistes pluridisciplinaires, ça n'existe pas encore, n'est-ce pas? Non, ça existe. Alors, à ma connaissance, non. Est-ce que toi, tu fais appel à des agents pour trouver des artistes, par exemple? Oui, à tous les agents. Il faut savoir qu'il y a un site qui s'appelle agenceartistique.com où sont référencés tous les agents auxquels je fais appel souvent, où je renvoie l'annonce qu'on diffuse. Et là, eux, souvent, donc ces agents-là, ils sont classés d'ailleurs par... Et souvent, je le dis aux artistes, c'est classé par ordre alphabétique, même quand eux-mêmes cherchent un agent. Donc il y a non seulement les agences, les agents après déclinés dans l'agence, mais aussi, pour moi, de l'autre côté, par des filtres actifs, je peux accéder à tous les artistes de tous ces agents. Ce qui me permet d'aller chercher aussi des choses et après de contacter l'agent directement. Mais en soi, les agents n'ont pas... moi, je ne connais pas un agent qui fait que de la comédie musicale. Ils ont des artistes de comédie musicale. Par exemple, Alexandre Fietrouni, il est chez un agent et pourtant, il est aussi bien comédien, mais il fait de la comédie musicale, il est chez un agent. Je parle d'Alexandre parce que je travaille avec lui en ce moment sur Monte Cristo, ça va être le metteur en scène. Mais voilà, il y a plein d'artistes qui sont aussi chez des agents parce qu'ils font plein de choses et voilà. Et là, aujourd'hui, tu es en casting, donc jusqu'en 2025. Est-ce que tu fais du casting sauvage? Est-ce que tu vas dans les écoles? Comment ça se passe? Est-ce que tu es de cette vieille école? Alors, casting sauvage, ça veut tout dire et rien dire. Casting sauvage, parce que souvent on a ça chez les mannequins, par exemple.
chez le mannequin, ils vont se balader. Casting sauvage, j'entends par là, est-ce que tu vas assister à des cours Oui, bien sûr. sur les bancs d'école, dans des écoles de comédie musicale pour découvrir des jeunes talents? Bien sûr, je le fais. Déjà, je le fais parce que souvent, on me sollicite pour faire des masterclass dans les écoles de comédie musicale. Donc, là, comme je disais dernièrement, j'ai fait l'ICOM ou j'ai fait l'EPCM, qui sont des écoles de comédie musicale connues à Paris, où là, je vois des gens. Je fais partie de concours, comme j'ai fait pour le concours Happy, où là, par exemple, un artiste que j'ai vu qui a gagné le prix, je lui ai demandé de m'envoyer sa candidature pour Monte Cristo. Donc voilà, si je n'étais pas allé à ce concours-là, peut-être que je ne l'aurais pas vu. Ouais. Parce que lui-même n'avait pas osé postuler. Et surtout, ça faisait quelques années qu'il s'était retiré du circuit en se disant, voilà, je passe des concours, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc il a été surpris que je le rappelle 2 jours après en disant, je veux que tu m'envoies ta candidature. Oui, donc ça m'arrive. Et bien sûr, et je vais voir aussi des spectacles. Et c'est aussi ça, si c'est une forme de casting sauvage, en voyant des spectacles. En fait, comment ça marche? Ça marche pas forcément en direct, je dis toujours aux gens. C'est pas, je vais voir tel spectacle, boum, il va aller tout de suite sur le casting que je suis en train de faire. Alors, c'est ma mémoire qui travaille beaucoup, c'est-à-dire que je vais voir des spectacles et tout d'un coup, je vais avoir, mon cerveau va travailler comme ça et va dire, attends, j'ai vu un tel spectacle, il y a un mec qui ressemble vraiment à ce qu'on cherche, etc. Donc, je vais rechercher la distribution et c'est comme ça que ça me fait l'effet ricochet, en fait. Alors, actuellement, tu es en casting. Qu'est-ce qu'il faut t'envoyer qu'est-ce que tu nous conseilles aux artistes de casting préférés et tous nos éditeurs? Il faut t'envoyer quoi? Une bande démo, un audio? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, souvent, ce qu'on demande, ça dépend des castings. Mais moi, souvent, ce que je demande, c'est en effet une vidéo où l'artiste chante. Parce que souvent, les gens m'envoient simplement l'enregistrement sonore. Et pourquoi moi, je demande une vidéo? C'est très simple. C'est parce que je vois l'artiste chanter. Parce que c'est pas qu'une voix, c'est une personne. Et puis, voir l'artiste chanter, ça me donne... L'interprétation. Voilà, et puis ça me donne aussi une autre lecture de l'artiste. Puis je vois le morphotype, le type de personne aussi, parce que sur certains castings, il y a des types très ciblés. 2, souvent on demande aussi un CV, avec donc la formation et l'expérience. 3, une photo portrait actuelle et proche de ce qu'est la personne. J'expliquerai pourquoi. Sans filtre, voilà, parce que souvent avec les nouvelles technologies, les gens sont très filtrés. Donc souvent les Américains me disent, mais attends, la personne qui vient rentrer dans la salle, t'es sûr que c'est la même? Donc en général, je fais la photo le jour J pour avoir une photo très proche des choses. Et également une photo de plein pied pour voir un peu aussi le morphotype de la personne. Et je dis souvent le morphotype, c'est important parce que sur certains spectacles, le morphotype fait partie des critères de choix des metteurs en scène pour certains rôles. Voilà, on va prendre des gens un peu plus en chair parce que c'est ce qu'on veut pour ce personnage-là. Il y a vraiment des critères physiques qui sont sollicités. Ou parce qu'il y a des histoires de jeu de taille, on va prendre un personnage de petite taille et à côté une personne très grande pour jouer parce qu'il y a peut-être un effet comique dans ce que veut faire le metteur en scène. Donc même ces critères-là sont hyper importants. Ou dans Le Roi Lion, souvent on demande des gens typés parce que la metteur en scène, ça se passe en Afrique. Donc pour ces personnages-là, elle veut des gens plutôt métis, typés, pour raconter son histoire. Voilà, c'est des choix artistiques. Qu'est-ce que tu recherches actuellement pour Le Roi Lion, justement? Quels sont les rôles que tu cherches? Alors, en ce moment, je cherche une chanteuse de l'ensemble, avec potentiellement une possibilité d'être doublure Nala, du premier rôle féminin, et un danseur qui va donc ou être danseur dans l'ensemble, ou danseur swing, c'est-à-dire qu'il va prendre plusieurs places, à peu près, je crois, de mémoire, 5 ou 6 places différentes de danseurs. Voilà. Swing, pour expliquer aux auditeurs, parce que souvent on utilise des termes et c'est un peu compliqué. Swing, c'est un danseur qui est là tous les jours au théâtre. Il va prendre plusieurs places de danseurs. Et si un danseur est blessé, malade ou absent, il va tout de suite, au pied levé, le jour même, remplacer l'artiste. Donc ça demande une capacité d'apprentissage rapide, une très bonne mémorisation et surtout une adaptabilité selon la place qu'il doit faire. Donc c'est vraiment des qualités qui sont requises auprès de l'artiste. Quand on fait appel à Rabat, c'est parce qu'on fait un show à l'américaine, à l'anglaise. Quelle est la différence entre le show à la française et le show à l'anglaise? Alors, ça c'est toujours le grand débat et je ne vais pas réveiller une révolution demain par rapport à mon positionnement. En fait, dans la comédie musicale américaine ou anglo-saxonne, américain on va parler de Broadway et en Angleterre, à Londres on va parler du West End. C'est pour expliquer aux gens. Donc West End c'est Londres et Broadway c'est New York. Okay. Souvent dans ce type de comédie musicale, donc il y a un livret. C'est vraiment les codes de la comédie musicale. Il y a un livret, donc avec une histoire, avec des personnages, avec un conflit. Il y a toujours un conflit dans l'histoire et avec ou une résolution positive ou négative ou un truc qui est ouvert, d'accord. Et ces personnages, il y a des gens qui seront pour ou contre le héros ou l'héroïne. À côté de ça, il y a de la musique jouée en live, parce que dans les comédies musicales anglo-saxonnes, c'est impératif, c'est joué en live. Voilà. Donc souvent tous ces ingrédients font que c'est cette qualité que moi, sur laquelle j'adore participer à ce genre de casting parce que c'est des codes qui me parlent. Par rapport à certaines comédies musicales à la française, et ça évolue heureusement, mais c'est mon opinion personnelle, souvent, et comment ça a été monté, on a des titres, des chansons qui ont été montées avec un album,
À l'époque, c'était comme ça qu'on créait la chose. Il y avait des titres bien connus avec une thématique, avec genre Notre-Dame de Paris, on va parler de Roméo et Juliette, etc. Donc, les artistes, souvent, ce sont des chanteurs. Certains peuvent être aussi de comédiens, mais souvent, on va chercher beaucoup de chanteurs. Et ces gens-là vont être au service d'une histoire qui n'est pas forcément, pour moi, développée. Et souvent, l'orchestre n'est pas forcément en live. Et voilà, on a une succession de chansons. Voilà. Moi, et c'est vrai que, après, c'est mon opinion, moi, je voyais ça à l'époque vraiment comme un concert mis en espace. Et je ne critique pas parce que ça plaît. Et c'est des formes, et c'était une nouvelle forme de comédie musicale que pouvaient proposer les Américains. Et ça a marché d'ailleurs en France, donc le succès était au rendez-vous. Mais après, moi, c'est pas trop mon domaine de prédilection. Parce que comme je disais, moi, je voudrais vraiment chercher des gens qui sont dans ce type de profil, qui sont chanteurs, danseurs, comédiens. Voilà. Donc, voilà. Moi, ça serait vraiment les différences qu'il y aurait pour les deux. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de rester en France ? Alors, après avoir vécu 2 ans à Londres, j'aurais pu rester à Londres, c'est vrai. D'ailleurs, j'adore Paris. On peut dire ce qu'on veut. C'est une ville magnifique, une ville riche culturellement, même si Londres est une ville incroyable. J'aime y aller pour des week-ends. Mais il pleut tout le temps. Non, c'est vrai et non en même temps. C'est comme c'est une île, il peut pleuvoir pendant 2 heures puis ça s'arrête. Mais c'est vrai que je vais pas vous mentir qu'à 15h30 l'hiver, quand je travaillais là-bas, il fait gris, il fait froid. Non, il fait nuit. Là, je commençais à déprimer. Mais bon, en même temps, quand on travaille dans ce métier-là, on est souvent enfermé dans un théâtre, donc on voit pas trop la lumière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui m'a plu à Paris, c'est que... Et en plus, c'est aussi que j'ai changé aussi mon cadre de vie. C'est-à-dire que quand j'étais metteur en scène résident sur le Roi Lion à Londres et puis à Paris, je travaillais 6 jours sur 7. Et on travaille beaucoup, c'est beaucoup d'heures. Notre vie sociale, elle est complètement déconnectée. C'est-à-dire que si vous voulez voir des gens, vous leur dites on se voit au resto lundi, parce que c'est votre jour off. Et ils me disent non, nous c'est le début de la semaine. Dimanche soir, non, on recommence la semaine lundi. Bon, parce que c'est vos jours libres en fait, parce que le reste de la semaine, vous travaillez jusqu'à 23h, voire minuit. Et donc du coup, je me suis dit, si je veux que ma vie sociale change, il faut que je change aussi de ma façon de travailler. Et donc du coup, j'ai arrêté d'être metteur en scène résident. C'était un choix complètement... je dirais assumé. Et ce que je dis, je suis rentré en France, je vais pas vous mentir, je suis rentré en France et je n'avais pas de travail et je touchais le RSA. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Wow. Oui, parce que je travaillais pas en France, donc je cotisais pas, etc. Ça, on est en quelle année ? Et là, je suis en 2012. Ok. Voilà, donc je rentre en France et j'aime bien le dire parce que souvent les gens voient le côté de mais ça arrive à tout le monde. Les gens voient le côté ça brille, c'est facile. Mais je suis rentré en France et je dis encore heureux que j'avais le RSA parce que si j'avais pas au moins ça, j'avais le RSA et donc du coup ça m'a aidé et du coup j'ai commencé à devoir retrouver du travail. C'est là par chance que Mogador m'a appelé et m'a dit on cherche un directeur de casting et pour faire nos castings et donc c'est à partir de là où j'ai tout enchaîné après les castings depuis ce nombreuses années. Mais le fait de venir en France c'était assumé parce que la culture française me manquait. J'aime Paris et puis je me suis dit j'ai des choses à faire en France. Et tu as des choses à proposer de nouveau justement, un nouveau regard. Voilà. Tu parlais d'adrénaline quand tu étais plus jeune et tu avais besoin d'adrénaline. Est-ce qu'aujourd'hui tu l'as ? Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui ? Moi c'est toujours, comme je suis curieux, c'est à chaque casting c'est une nouvelle aventure. Donc quand les gens me disent mais tu te lasses pas du casting, je dis non parce que c'est pas pour le même spectacle. C'est les rencontres. Voilà, et puis en plus selon les castings, comme là j'ai fait Mamma Mia, il y a beaucoup de jeunes dans le spectacle, on va dire une petite vingtaine d'années. Donc c'est toute cette nouvelle génération qui arrive sur le marché de la comédie musicale. Donc c'est encore de nouveaux artistes que je rencontre. Donc, et la comédie musicale, il y a cette adrénaline, l'effet de troupe. Ouais. Il y a ce travail commun. Le succès du Roi Lion est juste extraordinaire. Ouais. Alors c'est pas qu'en France c'est un succès mondial, mais c'est aussi normal. Mais c'est un sacré pari en France quand même. Oui, bien sûr que c'est un sacré pari. Parce qu'on va sans les nommer, il y a eu des flops terribles quand même en France. Oui. Des comédies musicales, flop. Oui, alors malheureusement, parce que souvent les gens me disent c'est quoi l'éclat du succès d'un spectacle en général, pas que comme musical. Je dis en fait il n'y a pas de clé. Alors si le spectacle est bon, on va se dire ok ça va faire c'est un ensemble. Oui, mais il y a des spectacles qui sont qualitativement pas forcément. Je dis c'est une façon générique de parler, mais pourtant qui va rencontrer un public et qui va fonctionner. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de règles. C'est ça qui est compliqué. Souvent les gens disent ouais, mais là c'était pendant telle période, pendant cette période. Oui et non, en fait, il n'y a pas de règles. Et on le saurait. On le saurait parce qu'on voudrait tous avoir la recette miracle qui fasse que notre spectacle fonctionne. Quel conseil tu pourrais donner aux artistes qui se présentent face à toi ? Une fois qu'on t'a envoyé la candidature et que tu donnes rendez-vous, le casting c'est quelques minutes, un coup de chance. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour réussir son casting ? Alors pour réussir son casting, je dis c'est comme une rencontre.
On se rend compte, parce que les artistes pensent qu'ils arrivent et ils passent un examen. Ah oui, il y a ce qu'on appelle un jury derrière une table, etc. Mais en fait, on a autant besoin d'eux qu'eux ont besoin de nous. Donc c'est vraiment une rencontre. Donc, et je dis toujours, vous êtes stressés, mais on est aussi stressés que vous, parce qu'il faut qu'on les trouve, il faut qu'on vous trouve aussi. Donc, absolument. Et moi, j'ai cette pression-là, hein, tout le temps. Moi, quand il nous manque des rôles, les gens me regardent en me disant, alors c'est quoi ta solution? Et je lui dis, j'en ai pas. Sur le moment, j'en ai pas forcément. Donc souvent, ce que je leur dis, c'est d'être préparé. C'est-à-dire souvent, on leur donne des choses à préparer pour l'audition, donc c'est-à-dire leur chanson su ou le texte su. 2, et ça c'est hyper important, c'est d'être eux-mêmes. Je suis dernièrement intervenu dans une école, et je leur ai dit, mais n'essayez pas de copier quelqu'un, pouvez vous en inspirer, mais on vient chercher des personnages et des caractères de qui vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Donc soyez vous-même, n'essayez pas de jouer un jeu qui n'est pas le vôtre, parce que souvent on le voit, hein, on a un peu d'expérience, on sait quand les gens sont vrais ou ils ne sont pas vrais. Et 3, moi je pense, c'est le travail, c'est-à-dire qu'il faut travailler dans ce métier. Et donc si les gens sont que sur leurs acquis ou sur une forme de dilettance, en disant voilà je suis doué, ça suffit, ça marche pas. Sur la durée, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on le voit. Parce que, comme il dit, il y a une nouvelle génération qui arrive derrière. Et si c'est des gens qui travaillent, ça fait vite la différence. Si c'était à refaire, tu referais tout pareil? Non, parce que moi, je suis curieux, donc j'en sais rien. Moi, j'aimerais bien savoir quel est mon autre vie. Au contraire. Ça se trouve, je serais autre chose. Je sais pas, je serais astronaute ou je sais pas. Non, je rêve depuis de nombreuses années de faire de l'humanitaire parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'en faisais quand j'étais, justement, je travaillais pour les colonies de vacances, j'avais travaillé quand j'étais directeur de centre de vacances, mis en place ce genre de choses. Mais je pense que ce qui me plaît dans le casting, et là je parle de l'humanitaire, c'est cette idée d'accompagner des gens, d'aider des gens. Et moi, à réaliser un rêve, une passion, un désir. Voilà, et moi ce qui me plaît toujours, souvent on me dit, mais qu'est-ce qui t'excite dans le casting ? Je ne vais pas vous mentir, mais quand un artiste, indirectement, parce que c'est pas que grâce à moi, attention, c'est des équipes qui font les choix ensuite, mais j'étais un peu à l'origine du truc et qu'il a eu un job, moi c'est grâce à toi. Non, pas forcément grâce à moi, mais au début. Tu déclenches des carrières et c'est absolument. Et ça, c'est magique. Et ça, c'est vraiment une satisfaction. Qu'est-ce que tu dirais au petit garçon Rabat de l'époque, d'ici les Moulineaux ? Alors, qu'est-ce que je dirais au petit garçon ? Tu me surprends tous les jours. Dernière question, Rabat. Comment on te contacte ? T'as un mail qui tourne ? Alors j'ai un Facebook. Donc c'est Rabat Louane. Donc Rabat, Facebook, on te contacte. D'accord. Alors pas pour me dire je vais postuler parce que quand on postule, moi j'ai une adresse mail où les gens doivent postuler sur ça. C'est ça. On va balancer ton adresse email si tu veux bien. Ouais. Non, pas mon email, non. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que sur chaque casting il y a une adresse email. En revanche, attends, on va balancer l'email. Non, en revanche, non, mais c'est hyper important. Soledad, c'est que tout casting que sur lequel tu bosses, je communique est sur mon Facebook. Donc les gens vont sur mon Facebook. Et à chaque fois, il y a mon annonce. J'ai la même chose sur Instagram. Hein. Moi, c'est Rabat Director. Sur mon Instagram aussi. Rabat Director. Ouais, Rabat Director. Donc, sur mon Facebook ou sur mon Instagram, je mets systématiquement mes annonces. Et pourquoi je dis ça, c'est important sur les dates pour les gens qui nous écoutent, c'est parce que souvent les gens disent ouais mais nous on n'est jamais au courant des annonces, c'est pas cool. C'est ce que j'entends. Voilà. C'est ce que j'entends. Et alors là, sur casting aussi on balance, mais j'entends régulièrement on n'est pas au courant. Alors, et de nombreux artistes pluridisciplinaires. Exactement. Qui travaillent habituellement et qui me disent on n'est pas au courant. Mais il faut qu'eux aussi fassent l'effort, je dis toujours. C'est dans les deux cas. Parce qu'on ne peut pas non plus chaque fois taper chaque porte et dire tiens, je fais un casting, viens avec moi, je te prends la main. Je dis on est tous responsables et comme je disais, et là c'est hyper important, on gère sa carrière. C'est-à-dire qu'on est le propre... Et c'est ce que j'ai entendu dans cette interview, c'est le travail, la discipline, l'alignement et surtout ouvrir des portes, aller à Los Angeles, se former. Et comme d'habitude, c'est la magie de la vie. À vous de faire. Ouais, c'est ça, exactement. Merci Rabat. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.